Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa. Le retour, ça y est, après 6 mois d'arrêt. Et ouais, nous aussi, on a eu affaire à la cellule de performance et à l'infirmerie de l'OGC Nice. Mais bon, ça y est, on est opérationnel. Retour solide sur les appuis. On va revenir sur les rencontres de la semaine. L'Union Saint-Gilloise et Montpellier, 2 déplacements pas très bien négociés par l'OGC Nice, on va dire ça comme ça. Et puis, certes, il reste un match, ce déplacement périlleux, encore une fois, à Corté en Coupe de France, mais on s'autorisera peut-être un premier bilan de comment s'est passée la phase pas tout à fait allée, mais bon, vous voyez où on veut en venir. Je suis pas tout seul, forcément, pour ce numéro. Je suis la chance d'être accompagné par un des fidèles lieutenants d'Avantinissa que vous connaissez maintenant déjà depuis plusieurs saisons. C'est Jérémy. Salut Jérémy, comment vas-tu ? Salut Sky, salut à tous. Écoute, très content de revenir faire une émission. C'est vrai que ça faisait longtemps. J'ai eu une petite émotion quand j'ai ressorti mon micro et que j'ai cliqué sur le clean feed, mais très content. On va pouvoir débriefer 2 matchs. Bon, je pense qu'il y en a un qui va être beaucoup plus rapide que l'autre à débriefer, mais ça va être sympa. Ouais, vous vous rendez compte, temps d'absence, Sofiane Diop a eu le temps de redevenir un joueur de foot, et un magnifique joueur de foot, hein, c'est pas un tacle que je lui lance, il risquerait de se blesser en plus, mais voilà, donc il s'est passé des choses, on aura l'occasion de revenir dessus semaine après semaine évidemment, mais voilà, on a rechargé les batteries nous aussi, et puis on part sur un nouveau projet sur 3 ans qui serait cher à Jean-Pierre River. Il fait ses grands débuts dans l'émission. On a le plaisir d'accueillir une nouvelle voix, une nouvelle tête. C'est Noah. Salut Noah, comment vas-tu ? Salut Sky, salut Jérémy. Non, tout va bien, tout va bien. Très fier d'être là parce que voilà, je suis supporter du gym depuis petit. Voilà, j'ai aimé qu'un seul club dans ma vie, c'est le club de l'OGC Nice. Et donc voilà, hâte de commencer cette aventure avec vous parce que oui, voilà, il y a 2 matchs à débriefer et il y a des choses à dire quand même. Alors, bizutage, hein, parce que tu dis depuis ton enfance, puis que tu es jeune. Alors, on fait une place à une nouvelle génération, puisque ça y est, Jérémy, on commence à devenir des boomers, hein, nous aussi. Encore plus moi que toi, d'ailleurs. Noah, j'avais une question histoire de me mettre immédiatement mal à l'aise et nos auditeurs aussi. Est-ce que tu étais né pour la finale de la Coupe de la Ligue face à Nancy ? Non. Oh voilà, ça y est, Wow. Le malaise est vraiment palpable maintenant. Voilà, bon désolé pour le coup. Un mauvais souvenir. Donc, voilà, ouais, non, mais il a au moins raté, tu vois, il a au moins raté ça. C'est déjà ça. Voilà. Nous, on se souvient de 97. Enfin, nous. Jérémy, tu étais né en 97 ? J'avais 1 an. Ouais. Oh putain, je suis vraiment une vieille chose. C'est horrible. Voilà. Bon. C'est pas grave. On reviendra on réglera nos comptes avec les RH plus tard. Voilà. Bon, nouvelle génération. Alors, vu qu'on accueille maintenant des gens qui ne sont pas nés pour la finale face à Nancy, qui ont eu la chance de ne jamais voir Pablo Correa courir sur la pelouse, cravate au vent. Si jamais quelqu'un qui nous écoute a connu le Nice Real de 1960, si je me trompe pas, on l'accueille volontiers. Il faut contrebalancer ça très, très rapidement. Bref. Parlons pas du passé, parlons pas de l'avenir non plus de préférence. Parlons du présent et du coup de ces 2 matchs. Donc ce match de Coupe d'Europe, déplacement à l'Union Saint-Gilloise et puis la rencontre face à Montpellier, qui était la dernière de l'année civile. Alors une défaite à Bruxelles et un match nul à Montpellier. Je pense qu'avant de rentrer dans le détail des 2 matchs, déjà en début de semaine, on comptait quand même sur minimum 4 points. Je pense que 6, ça m'aurait même été indispensable, mais allez, soyons sympas, minimum 4 points, et on se retrouve avec 1 point. C'est pas être trop dur que de dire que cette semaine, alors elle ne gâche pas nécessairement le bon début de saison en championnat, bien entendu, mais par contre, on avait clairement d'autres attentes, et je pense que ces attentes étaient légitimes et pas trop exagérées. Noah, je sais pas ce que tu en penses. En fait, j'ai l'impression que depuis la fameuse saison où on fait 3e sous les ordres de Lucien Favre, les années se répètent et se ressemblent. On fait des campagnes européennes qui, bon, voilà, il y en a eu une en UEFA Conference League. Bon, on se fait sortir face à Bâle après un coaching désastreux d'un certain Didier Digard. Mais franchement, voilà, j'ai l'impression que les années se répètent. On est actuellement sur une campagne d'Europa League catastrophique. On fait 2 matchs nuls, 4 défaites. Le championnat se passe bien. En soi, on est 6e à la fin de cette phase allée, si on peut l'appeler comme ça. Et donc voilà, mais Francaise doit composer avec un nombre de blessés absolument incalculable et des noms. Hein. On parle de Ndai Chimie, on parle de Mofi qui s'est fait les ligaments croisés, ouais, etc. On parle de Dante aussi qui vient de se blesser. Donc voilà, compliqué pour lui d'aligner un 11 chaque week-end et chaque 3 jours, surtout quand on joue en semaine d'Europe.
Donc voilà, début de saison contrasté. Est-ce que pour toi, si on se concentre vraiment sur cette semaine-là, parce que ouais, les blessures, on les a malheureusement suivies, on arrive à un point où ça en devient risible quand même. On a monté jusqu'à 15 blessés, des entraînements où il n'y avait même pas de quoi faire une équipe avec les joueurs pros. Enfin, voilà, c'est un autre débat et on n'a même plus envie de l'ouvrir tellement on a l'impression que ça se répète et ça s'aggrave saison après saison à l'OGC Nice. Mais si on se concentre vraiment sur ces deux matchs-là, est-ce qu'on peut la question, elle sera sans nuance et je sais que ta réponse le sera, mais est-ce qu'on peut vraiment attribuer uniquement au fait que l'effectif était décimé les deux résultats qu'on a connus cette semaine? Ça a forcément une partie de l'explication, mais est-ce qu'on peut vraiment se cacher derrière ça? Voilà, comme tu le dis, évidemment que ça a un impact forcément effectif décimé, donc compliqué d'aligner un plan de jeu, etc. Évidemment qu'il n'y a pas que ça, il y a des prestations de certains joueurs qui sont, excusez-moi des mots, mais à revoir. Voilà, je parle pour moi, d'un début de saison de Jonathan Klaus, notamment nouvelle recrue, qui voilà, qui est pas sans dire fantomatique. Je le vois pas dans ses meilleures heures. Voilà, c'est très compliqué pour lui. Franchement, franchement, voilà, on a Gaëtan Laborde aussi, qui bon, il est au club depuis quelques saisons et franchement, un bilan qui est en demi-teinte. Franchement, pour moi, si on doit relever et comme tu l'as dit en intro, c'est vraiment le renouveau de Sofiane Diop. Vraiment, c'est un joueur que je n'attendais pas personnellement, On parce que n'attendait franchement, je me plus, suis dit, on voilà, s'est dit le train est passé, il n'y a plus grand-chose à en espérer. Et là, en quelques voilà, matchs, il met tout le monde d'accord, très clairement. et exactement, c'est que vraiment, je me suis dit, c'est un joueur qu'on a acheté, je crois, 10 ou 15 millions d'euros À 22 même, tu à peux la monter, SC. tu peux monter, 22 même, ouais, tu peux monter voilà, les chiffres. on monte, voilà, donc on est à plus de 20 millions d'euros, donc c'est un sacré investissement. Et donc, franchement, chapeau à lui qui a su se relever. On peut relever aussi notamment le bon début, je trouve, d'Evan Guessant, le bon début de saison d'Evan Guessant, qui, voilà, un pitchoun formé au club, etc. C'est beau. Tom Loucher aussi. Mais bon, voilà, franchement, sur ces deux matchs-là, il y a il y a des phases de jeu qui m'ont assez perturbé, notamment, franchement, face à l'Union Saint-Gilloise, qui est un club, ok, qu'on connaît à travers les campagnes européennes, etc. Bon club belge. Mais je me dis qu'on est quand même au-dessus, quoi. On On s'est va, fait mener à la baguette, on va revenir en détail littéralement. sur ce match dans quelques instants. Donc, pour Noah, Jérémy, on a compris que c'était plus que les blessures, qui certes font partie, mais aussi des performances individuelles et collectives qui sont quand même en deçà de ce qu'on pourrait attendre des joueurs. Alors, j'ai repris la compo du match face à l'Union Saint-Gilloise sous les yeux. C'est vrai qu'on a eu une défense qui était quand même extrêmement, on va dire, expérimentale. C'est un mot qu'on a tendance à utiliser. Mais voilà, il y a El Nanjo qui n'a pas démérité. Enfin, c'est vraiment pas pour tomber sur lui, mais qu'il se retrouve latéral gauche. Alors que franchement, est-ce que c'était attendu qu'il puisse enchaîner autant de minutes cette saison? Je suis pas sûr. Un poste de latéral gauche que tu as doublé avec deux joueurs qui en plus ont montré jusque-là leur qualité. Tu es obligé de faire reculer Rosario en défense. Tu as Tom Loucher qui a fait des bonnes performances, comme le dit Noah, mais qui n'est pas non plus au niveau attendu d'un Jonathan Klaus qui peut-être lui déçoit un peu, certes, est à un milieu, Boudaoui qui revient de blessure, Isiaga Kamara qui, un peu de la même façon que Yael Nanjou, était pas forcément programmé pour être titulaire et enchaîner autant de minutes. Un Moukoko devant, catastrophique, et ça, on en parlera forcément dans notre bilan de mi-saison. Enfin, certes, le 11 est un peu entamé, mais tu as quand même l'impression que les patrons comme Rosario, comme Boudaoui, peut-être comme Bulka, sur lequel on reviendra, ne sont pas non plus nécessairement au niveau. Où est-ce que tu te situes, toi Alors, j'ai beaucoup parlé de ce match de Coupe d'Europe, mais après, on n'a pas non plus récupéré des masses de joueurs face à Montpellier. C'est quoi? C'est l'effectif vraiment qui est trop entamé par les blessures, ou c'est un cache-misère, surtout face à Montpellier, dernier du championnat, qui crève la bouche ouverte cette saison, et que tu arrives à relancer dans le match au final assez piteusement. Ouais, pour moi, on est obligé de prendre en compte le fait qu'il y ait toutes ces absences. Évidemment que là, les joueurs qui sont titulaires depuis quelques matchs maintenant,
Ils jouent tout le temps, donc ils n'ont pas trop le temps de souffler non plus. En plus, avec bon là, c'est vrai que le déplacement en Belgique était pas très loin, mais ça reste quand même un déplacement. Je suis pas non plus étonné que certains joueurs commencent à avoir du mal. Enfin, physiquement, pourtant j'ai toujours été assez dur de ce point de vue-là, mais je veux dire quand même, quand tu enchaînes autant de matchs, que Francaise peut pas faire autant tourner qu'il le voudrait avec tous les blessés qu'on a, c'est sûr que les joueurs peuvent pas non plus redoubler tout le temps d'efforts. Donc là, c'est juste que c'est un peu un cercle vicieux dans lequel il faut essayer de sortir le plus rapidement en attendant que certains joueurs blessés reviennent. Tu l'as très bien dit, je voulais en parler de Yael Nanjou qui bon, je trouve qu'il s'en sort plutôt bien parce que bon, en plus je crois qu'il est défenseur central. Là, il a joué arrière gauche, il a joué arrière droit contre Montpellier aussi à un moment donné lors de son entrée. Voilà, on se trouve un peu à essayer de faire ce que l'on peut. Je trouve honnêtement que par rapport à tous les blessés qu'on a, on s'en sort pas si mal, parce que sur les 3 derniers matchs de championnat, si tu m'avais dit qu'on prendrait 7 points, j'aurais signé directement, au vu du nombre de blessés qu'on a. Après, la Coupe d'Europe, c'est différent. Pour moi, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Bon, tant par les résultats que par le contenu, c'est quand même assez catastrophique pour l'instant. Je m'attendais quand même pas à ce qu'on fasse une campagne européenne comme celle-là, surtout au vu de nos adversaires. Je dis pas que ce sont des adversaires mauvais, faibles, au contraire, mais je pense qu'on avait largement de quoi rapporter plus de points. Moi, contre l'Union Saint-Gilloise, j'étais plus surtout d'avis d'avoir une victoire pour un peu sauver l'honneur et pour pour se donner l'espoir d'y croire un peu pour le mois de janvier, en tout cas donner un intérêt à ces matchs du mois de janvier, même si on savait que ça nous qualifiait pas mathématiquement très loin de là, mais continuer d'y croire avec le changement d'année civile. C'est ça, puis en plus, bon, la qualification, j'y croyais plus trop après la défaite contre les Rangers, mais c'est vrai que ça aurait donné un espoir, et voilà, comme je l'ai dit, sauver l'honneur. Il faut voir aussi qu'à chaque fois qu'on fait des déplacements, enfin, c'est ce qui me semble, on joue sur des terrains qui sont quand même compliqués, parce que alors là, le terrain à Bruxelles, c'était quand même quelque chose. Contre la Lazio, c'est pas une excuse, mais parce que le terrain était le même pour les deux équipes, mais c'était la piscine aussi avec la pluie. Donc voilà, à chaque fois, il y a beaucoup de choses beaucoup de facteurs qui font que c'est compliqué. Les blessés, les performances intrinsèques de l'équipe, les conditions compliquées, un peu de manque de réussite aussi, je trouve. Ça va pas trop dans notre sens. De manière générale, pas contre l'Union Saint-Gilloise, où je trouve qu'on a fait vraiment un mauvais match, surtout une très mauvaise première mi-temps. Mais voilà, c'est un petit peu ça mon ressenti. Après en championnat, je suis quand même plutôt satisfait je ferai plus le point après, mais je suis quand même plutôt satisfait de ce que l'on fait. Et voilà, comme j'ai dit, sur les 3 derniers matchs, on reprend quand même 7 points et on est 6e, donc à égalité avec Lyon, je crois, ou un point derrière Lyon qui est 5e, donc c'est quand même bien. Donc voilà, espérons récupérer le plus de blessés possible pour pouvoir pour avoir de meilleures performances, tout simplement. 1 point derrière, 3 points derrière Lille, 4e également. Donc voilà, ce match face à Montpellier aurait pu nous faire encore rapprocher de ce wagon européen. Mais je vous propose qu'on fasse un petit point classement. Alors, ce sera peut-être pas un bilan joueur par joueur, tout ça, on se le réservera peut-être pour après Corté et pour les fêtes, cette émission-là, mais on fera naturellement un point sur est-ce que l'OGC Nice est à sa place, à cette 6e place de Ligue 1. Mais commençons dans l'ordre chronologique par parler un peu plus du match face à l'Union Saint-Gilloise et de savoir si l'OGC Nice est à sa place, à la 35e place sur 36, putain de merde, en Europa League. Ouah la vache, enfin, j'ai beau le savoir, de le répéter, ça fait quand même mal, mais bon. Voilà, le classement, on y reviendra après. Essayons de balayer un peu ce match-là. Donc, une première période, je pense, assez compliquée pour être sympa. Je vous laisserai peut-être être un peu plus piquant et un peu plus méchant. La composition d'équipe, j'en ai parlé, difficile effectivement, avec beaucoup de titulaires absents et des très jeunes joueurs qui n'ont pas nécessairement l'expérience de la Coupe d'Europe, mais on a eu l'impression au final, comme a fait Ferencváros déjà, alors peut-être un peu moins pire quand même, mais qu'en fait l'OGC Nice, et y compris ses supposés cadres, n'étaient pas là au niveau, en tout cas au niveau d'implication requis par la Coupe d'Europe. Et pourtant, ça a failli tourner plus ou moins en notre faveur. On revient au score. Alors vous me direz ce que vous en pensez, peut-être un peu contre le cours du jeu ou de manière chanceuse. La deuxième période est quand même de meilleure facture et au final, tu arrives quand même à perdre dans les arrêts de jeu. Voilà, donc un scénario qui... une défaite qui n'est pas non plus imméritée très clairement, mais comme dirait mon ami Sam, il n'y a rien de pire que l'espoir. Donc en fait, tu as un peu cru à un moment donné que ça pouvait tourner en ta faveur, mais en fait, pas du tout.
Ouais, en plus, il me semble qu'en seconde mi-temps, on touche la barre à un moment donné. Donc c'est vrai que ça aurait pu tourner un peu dans ce sens-là. Ouais, comme j'ai dit, la première mi-temps, franchement, c'était très très compliqué à regarder. Je pense À que c'est l'image un, de nos déplacements en ouais, Coupe d'Europe, hein, en fait, au final, ouais, oui, c'est pas. ça. Mais à chaque fois, on croit que, enfin, on va vers l'avant, on va se créer des occasions. Tu vois justement Sofiane Diop ou Badreddine Bouanani qui apportent un petit peu de danger dans la surface, tout ça. Et en fait, au final, on se crée aucune situation, aucune occasion. Donc la première mi-temps, franchement, on rentre à un partout, c'était un miracle. Donc j'étais assez content à ce moment-là. Je me suis dit peut-être que on a réussi au tableau d'affichage à limiter les dégâts et peut-être qu'en seconde mi-temps ça ira mieux. C'était quand même mieux, comme tu l'as dit, en seconde mi-temps. C'était toujours très compliqué. On a eu la grosse occasion avec la barre transversale. Mais je trouve que ça manque trop de. En fait, mon problème, et c'est fou, je vais encore en parler, de ce milieu de terrain. Mais pour moi, on a toujours ce problème au milieu de terrain. Les années passent, les entraîneurs changent, mais on a toujours le même souci. Je trouve qu'en phase défensive, le milieu de terrain est beaucoup, beaucoup trop bas, donc on se met en danger. Et sur les phases offensives, il apporte pas assez, en fait. Donc, du coup, on est toujours un petit peu On en est toujours déséquilibre. orphelin d'un profil à la Mika série, si je veux illustrer Ouais, très je, grossièrement. ouais, je trouve que justement, enfin moi, on y reviendra pour Montpellier, mais c'était flagrant pour moi contre Montpellier quand j'ai revu le match. T'es en phase, à chaque fois, comment dire, t'as l'impression que tout le monde monte pour apporter du danger, mais en fait ça marche pas. On se fait contrer et donc du coup tout le monde essaye de sprinter pour revenir en défense et t'as l'impression que c'est tout le temps un peu à l'arraché qu'on arrive à s'en sortir. Enfin, j'ai un peu cette sensation là. Donc voilà, pour bon, le milieu de terrain, en plus, il y a eu beaucoup de changements. On attend aussi des retours de blessures. Ça fait un moment qu'on attend Morgan Sanson aussi. Je pense que c'est le secteur de jeu où il y a eu le plus de blessés importants en plus. Donc c'est compliqué. Mais à la fois, tu avais aussi le Mm. plus de matériel, parce que tu as Ouais, quand même toujours bon, Youssouf très périodiquement, Pablo Rosario, je te parle numériquement, hein, pas ouais, en question de niveau, Boudaoui, Diop qui peut redescendre, Buonani qui est revenu, Ndombele qui a quand même pour l'instant tenu la baraque un peu plus que prévu. Donc c'est peut-être celui qui numériquement est le plus fourni aussi de secteur, mais t'as jamais vraiment pu associer souvent les mêmes joueurs. Et au final, ta meilleure période au milieu de terrain, c'est quand Hicham Boudaoui et Tanguy Ndombele ont pu jouer plusieurs matchs ensemble. Sans même parler du fait que ils sont à meilleur ou pas que les autres. Ça, après, c'est un jugement qu'on laissera à chacun. Mais mm. c'est au moment où le milieu a pu enchaîner qu'au final, ça s'est le mieux passé pour nous. Ouais, leur association était pas mal. Après, voilà, comme tu l'as dit, le problème c'est qu'en fait on change de milieu de terrain quasiment tout le temps. Et Et de là, bon, défense. il y a un ou deux choix pour Francaise à chaque fois. Il y a eu Isiaga Camara qui a un tout petit peu de temps de jeu parce que Tanguy Ndombele avait besoin de souffler par exemple. Le seul pour l'instant qui tient un peu, c'est Hicham Boudaoui. Je suis étonné d'ailleurs qu'il se soit pas blessé avec l'enchaînement des matchs. Quand on connaît justement malheureusement la capacité à se blesser qu'il a. Donc bon, voilà, heureusement qu'il est là hein, pour l'instant, et heureusement aussi qu'on a Pablo Rosario, j'y reviendrai, parce que on critique quand même toujours ce joueur, mais malgré son très mauvais match contre les Rangers, je trouve qu'il fait une première partie de saison quand même plutôt très correcte, et heureusement qu'il est là, hein, parce que Heureusement qu'il est là numériquement. ouais, Après, comme on disait, le niveau, on en débattra, mais ouais, ouais. c'est autre chose. Noah, du coup, au-delà de l'impact des blessures, enfin, on en a déjà parlé en préambule dans l'introduction de l'émission et Jérémy en a un peu reparlé là. Il y a vraiment ce scénario parce que moi, ce que je me suis dit quand même en suivant le match, c'est OK, on revient de manière un peu inespérée au score en fin de première période. Enfin, tu reviendras sur ton avis sur la première période également. Donc tu dis, bon, c'est plutôt un signal positif. Ça veut dire que malgré le fait qu'on ait fait une mauvaise première période, on remet les compteurs à zéro. Donc si on revient avec des meilleures intentions en seconde, on peut aller chercher quelque chose. Ça se passe plutôt bien. En tout cas, les intentions sont un peu meilleures. Tu as ce triple changement à la 65e minute, moi où je me dis, bon, tu sors les jeunes le fantôme Moukoko pour faire rentrer des patrons, des tauliers qui ont l'habitude du niveau international ou en tout cas européen en faisant rentrer Klaus Ndombele et Gaëtan Laborde. Donc en fait, moi là vraiment, je me dis, on a tenu un partout, on monte quelque chose de mieux, on a l'armada entre guillemets qui rentre, c'est bon, la victoire, on peut aller la chercher. Et en fait, patatras, la fin de match te fait voler en éclats tout ce que tu as pu faire de mieux en deuxième période et la composition d'équipe quand même en fin de match qui a pas grand-chose à envier à son adversaire du soir. Donc comment on explique ce scénario qui finalement a tourné au vinaigre alors que ça semblait s'aligner un peu plus pour le GC Nice pour une fois. Bah, en fait, moi, ce que je trouve, alors voilà, effectivement, il y a cette ribambelle de blessures, mais
on a assez épilogué là-dessus, on en a assez parlé. Mais en fait, le problème, moi je trouve, c'est que je trouve qu'il y a un problème de fond de jeu. Dans le sens où Francaise, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il se cherche à défense à 3, donc en repli défensif, on passe à 5 derrière, puis la ligne des défenses à 4, etc. En fait, moi, ce que je trouve symptomatique des mauvaises performances niçoises, c'est vraiment la tactique que met en place Francaise. Parce que, en fait, j'ai l'impression qu'en phase offensive, il y a du monde, il y a des solutions qui sont proposées, etc. Même si, comme l'a dit Jérémy, voilà, le milieu de terrain, il faudrait que peut-être qu'il propose plus. Mais en phase défensive, le repli est extrêmement compliqué. C'est-à-dire que j'ai l'impression que quand l'équipe adverse contre, ils sont 5, nous derrière, on est à chaque fois 2 ou 3, donc c'est un 5 contre 2, un 4 contre 2, un 4 contre Ouais, 3 en fait. C'est le ça dernier but que... de Montpellier l'a bien illustré, hein, d'ailleurs. Et exactement, il y a ça aussi, on en parlera après. Moi, personnellement, je trouve que la première mi-temps, elle est pas digne d'une équipe qui joue l'Europe, quoi. C'est très compliqué ce qu'on a vu. On prend un but à la 30e. Ok, soit. Guessant réduit l'écart dans le temps additionnel de la 45e. Donc, comme tu l'as très bien dit, voilà, on se dit, ah, peut-être va y avoir un sursaut, va y avoir un regain de Nice. La deuxième mi-temps, elle est bon, voilà, entre la première et la deuxième, si on peut faire une différence, franchement, je la vois pas. Mieux vaut jouer au jeu des 7 différences plutôt. Et à partir de la 70e, mais on se fait marcher dessus. Boulka repousse l'échéance, c'est un fait. Grand merci à ce monsieur d'être là d'ailleurs, parce que sinon, je pense qu'on finit pas le match à 2-1, mais plutôt à un score de tennis. Et non, franchement, c'est ce but que l'Union Saint-Gilloise va chercher. Et en tant que supporter, ça fait mal de le dire, mais il est mérité pour ce club belge. C'est-à-dire que vraiment, on se crée très peu d'occasions. Enfin, l'armada offensive, voilà, c'est compliqué de trouver du jeu. Les milieux créent pas assez pour moi. Je suis peut-être alarmiste, hein, mais franchement, cette 35e place, bah, elle est amplement méritée. J'ai l'impression que sur 6 matchs, on propose aucun jeu. Il y a aucun jeu qui est créé. On en prend 4 contre la Lazio, 4 contre les Rangers, t'en prends 2 contre l'Union Saint-Gilloise. Bon, c'est vraiment une épopée européenne à oublier. Est-ce que pour l'Europe, avant de parler du classement et de la suite, parce que malheureusement on va devoir subir une suite avec 2 matchs au mois de janvier, est-ce qu'en fait on peut résumer ça en disant il y a eu ce match face à la Real Sociedad où on a eu l'impression d'être au niveau, où malheureusement il y a ce penalty raté, on aurait pu, si les événements avaient un peu mieux tourné, l'emporter, mais à part sur cette rencontre-là, on n'a en réalité jamais vraiment existé dans cette Coupe d'Europe et jamais montré qu'on avait le niveau, voire même peut-être plus inquiétant des fois, qu'on n'a jamais montré qu'on avait l'envie d'y être. Il y a pas toutes les équipes, surtout en Europe, et face à pas un pilier européen, mais bon, c'est une équipe qu'on voit très très souvent Mm. dans les compétitions européennes. La Real Sociedad, c'est une équipe qui a joué le PSG en phase éliminatoire de la Ligue des Champions. Donc voilà, c'est une équipe qui connaît l'Europe. Et donc on en prend 2, ils nous mènent 2 buts à 0. On 1-0, revient 1-0 du coup. Hein. 1-0. Mais donc voilà, on revient, donc ça montre quand même qu'on a de la ressource. Et malgré tout, on arrive à faire, voilà, on fait match nul. Bon, soit. Mais depuis ça, c'est vide. C'est vraiment le vide. C'est-à-dire que on pourrait chercher des solutions à ce non-jeu, mais durant ces 6 matchs, en fait, et je voudrais même soulever un point, c'est que je ne comprends pas la différence de niveau de jeu qu'on peut voir, c'est-à-dire l'OGC Nice en Europa League et l'OGC Nice sur ces matchs de Ligue 1, enfin, personnellement, je trouve que j'ai l'impression de regarder 2 équipes. J'ai l'impression de regarder une équipe le jeudi soir et de regarder une autre équipe le week-end. Jérémy, on a eu du coup ce match face à la Real Sociedad où on revient au score et on aurait dû l'emporter. Le 2-0 qu'on remonte, c'est face à Twente, du coup, quelques semaines plus Ouais. tard à domicile. Mais à part ces 2 matchs-là, et encore Twente, on apprécie le scénario et la réaction, mais jamais tu dois être mené 2-0 par ce club, malgré tout le respect qu'on leur doit à la maison. Tu as eu des matchs horribles à Rome, à Ferencváros, face aux Rangers, j'avais presque choisi de ne pas en parler. Enfin, vraiment, il y a eu un match et une demi-heure de bonne, et encore bonne. J'ai l'impression de leur faire une faveur en disant ça sur 6 rencontres de campagne européenne. Comme le dit Noah,
Alors en Ligue 1, ça n'a pas toujours été l'éclate, mais on a vraiment l'impression de voir deux équipes. Au-delà de la question de pourquoi, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne peut pas trouver. Certes, Noël disait Francaise se cherche. Je pense que c'est quand même aussi, malheureusement pour lui, un peu forcé par l'avalanche de blessures. Il compose avec ce qu'il a en stock et ça n'aide pas le technicien à imposer sa patte et à trouver peut-être son équipe type. Mais même s'il n'est peut-être pas encore l'heure d'en faire le bilan parce qu'il reste 2 matchs, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'aujourd'hui, l'OGC Nice soit, encore une fois, 35e sur 36 dans une compétition où quand même les 24 premiers se qualifient, donc c'est pas rien, et le seul club qui est derrière l'OGC Nice aujourd'hui, c'est quand même une ville qui est en guerre, qui se fait bombarder, hein. Donc voilà, le club qui ne joue jamais à domicile, on est quand même derrière, enfin j'ai même pas envie de jouer à GeoGuessr, hein, mais vraiment ne serait-ce que l'horrible Maccabi Tel Aviv, et on s'en souvient pour une belle soirée européenne, et quand même 8 places devant nous, quoi. Enfin, donc c'est vraiment de se dire la déliquescence est totale en Coupe d'Europe. Autant on a l'habitude d'être déçu par l'OGC Nice, surtout sur la scène européenne, mais là on a l'impression qu'on a encore creusé un palier dans la nullité. Ouais, comme je disais, moi j'ai quand même beaucoup de mal à comprendre et c'est une très grosse déception parce que j'attendais vraiment cette campagne d'Europa League. Je trouvais qu'en plus on avait quand même des adversaires qui donnaient lieu à des matchs quand même super intéressants. C'était ouvert, on se disait pas on va se qualifier largement, mais c'était ouvert, on s'attendait à exister au moins. Ouais, moi quand j'ai vu le match contre la Real Sociedad, les Rangers, tout ça, je me suis dit ouais ça va être vraiment super quoi. Bon après le seul bon match apparemment c'était la Real Sociedad et c'est celui que j'ai pas vu donc tant pis pour moi mais après voilà les autres matchs comme l'a dit Noah il y avait pas grand chose, hein. Je pense qu'il y avait juste la fin de match contre Twente où on revient à 2-2 après l'expulsion très très sévère pour être gentil de Sofiane Diop qui aurait jamais dû être exclu. Mais voilà, on a en fait c'est un concours de circonstances qui fait qu'on a eu des suspendus, qu'on a eu des blessés à des moments à chaque fois où il fallait pas. On a eu par exemple, je pense que s'il y avait eu Moïse Bombito contre les Rangers, on n'aurait pas autant pris de buts et on n'aurait pas gagné non plus, le match, on va pas se mentir. Le match aurait été différent, je pense. En tout cas, on n'aurait pas eu besoin de remettre Youssouf en défense alors qu'il n'était pas prêt, en tout cas, de revenir de blessure. Donc voilà, c'est comme j'ai dit, c'était un peu un cercle vicieux. Après, voilà, moi je trouve que comme l'a rappelé Noah, on a fait une très bonne, une bonne campagne de Conference League. On est quand même allé en quart de finale, mais les dernières fois où on est allé en Europa League, je crois que à part la fois où on perd contre le Lokomotiv Moscou et on sort des phases de poule, où voilà, bon, c'était frustrant, mais au moins on arrive à sortir des phases de poule, c'est quand même pas mal pour nous. Les autres campagnes européennes, quand même, c'est quand même un sketch, quoi. Franchement, depuis des années, c'est un sketch. Et j'ai quand même beaucoup de mal à comprendre pourquoi le club n'arrive pas à se mettre au niveau. Parce que pour moi, c'est plus un problème de club, en fait. Pas forcément l'équipe, parce que l'équipe change à chaque fois, l'entraîneur aussi. On a vraiment on n'arrive pas à se mettre dans l'état d'esprit Coupe d'Europe. J'ai l'impression, quand on aborde les matchs, c'est vraiment... on aborde les matchs un peu comme en championnat, pareil. Sauf que en Coupe d'Europe, c'est quand même pas pareil. On sait très bien qu'il y a une intensité différente et on peut pas dire qu'on n'a pas l'habitude. Je veux dire, c'est quand même maintenant on l'a. Voilà. Face à Limassol, c'était déjà une excuse de merde, mais admettons, tu vois, maintenant on est 10 ans après, quoi. Donc, voilà, qu'on ne dise pas oui, mais c'est parce qu'on n'a pas encore l'expérience de Coupe d'Europe, tout ça. Non, c'est faux. Quasiment un an sur deux, on est en Coupe d'Europe maintenant. Il faut arrêter avec ces excuses-là. On a les joueurs pour, on a les infrastructures pour. Voilà, il faut arrêter avec ces excuses-là. C'est juste une question d'état d'esprit, je pense. Je veux pas dire que les joueurs n'ont pas cet état d'esprit parce que des fois j'ai l'impression qu'ils font vraiment les efforts pour. Ouais, et puis, les joueurs, en 11 ans ils ont changé, hein, donc voilà. Mais je trouve qu'il y a un vrai problème je sais pas, ça doit être l'état d'esprit vraiment général, mais il faut vraiment arriver à mettre le doigt dessus et vraiment trouver une cohésion pour qu'il y ait cet état d'esprit en Coupe d'Europe, parce que sinon on va jamais y arriver. Parce que c'est vrai qu'on va pas reprendre le fait de se dire oui, si c'est pour aller si c'est pour aller en Coupe d'Europe et faire ça, c'est pas la peine. J'en parle souvent avec des amis des collègues de travail qui me disent oui, mais voilà, il fallait laisser d'autres équipes aller en Coupe d'Europe. J'ai dit il fallait finir devant nous, hein. C'est facile de dire ça en championnat. Donc cette année c'est pareil, hein, si on se qualifie en Coupe d'Europe, il fallait finir devant nous. Enfin bref, voilà, c'est quand même
c'est très très décevant. Moi, je m'attendais vraiment à autre chose et j'espère qu'on va pouvoir profiter des 2 derniers matchs pour au moins sauver l'honneur. On joue 2 équipes scandinaves qui n'auront pas beaucoup de rythme parce que le championnat est arrêté là depuis une semaine ou deux dans les championnats scandinaves. Donc j'espère qu'on va pouvoir, on aura plus de rythme que c'est Bodo Glimt et Elfsborg, je crois. On aura plus de rythme qu'eux, donc j'espère qu'on va pouvoir arriver avec de meilleures intentions, qu'on va récupérer des joueurs. Et voilà, comme j'ai dit, pour moi, vraiment le but maintenant, c'est sauver l'honneur, apporter un peu des points à l'indice UEFA aussi. Donc voilà. Pour moi, c'est essayer d'avoir au moins 4 points minimum pour essayer de finir un peu mieux, avec un meilleur sentiment sur cette campagne européenne. 35e sur 36, la ligne de flottaison, la 24e place, est déjà à 7 points. Même avec 2 victoires, on arrivera à 8. Ça semble hautement improbable pour l'OGC Nice, du coup, de choper cette place de barragiste. Voilà, tant pis, on va regarder toutes les autres équipes européennes. Alors, bon, peut-être pas toutes. Il y a le Paris Saint-Germain qui est certes très très loin de la 35e place, mais qui se tape un peu la honte aussi. Mais voilà, le Brest de Eric Roy est en passe de se qualifier sur le tour suivant en Ligue des Champions. Enfin voilà, vraiment on est dans un... C'est donc ça qu'on appelle le multivers. Hein. Mais bon, bref, on est content de voir d'autres clubs s'éclater. Nos amis lillois qui font honneur également au foot français, comme quoi c'est possible sans avoir un budget illimité et dans le cas de Brest, voilà, sans avoir de budget, d'entraîneur, de recrues, ton meilleur joueur qui est absent. Et quand bien même, tu arrives à montrer sur le terrain que tu peux regarder en face les meilleures équipes européennes. Donc bon, voilà, on ne sait pas pourquoi. Nous, l'OGC Nice, on n'y a pas droit. La stat est folle et je prends un malin plaisir à la rappeler quand même. Mais voilà, les deux seuls... Enfin, le GC Nice est sorti des poules de Coupe d'Europe que 2 fois là, ces dernières années. Et 2 fois, c'était Lucien Favre sur le banc. Voilà, donc bon, ça c'est dit, c'était mon petit plaisir. C'est gratuit, ça n'a aucune valeur, mais voilà, c'est pour moi. Bref, fermons tu pourras plus la sortir vu qu'il n'y a plus de phase de poule maintenant. Non, oui, c'est vrai. Oui, voilà, techniquement, on peut répondre, ce n'est pas une phase de poule. Très bien, très bien. Voilà, bravo, j'aime ce répondant. Bref, messieurs, clôturons cette page du coup Union Saint-Gilloise. On aurait d'autres choses à dire, hein, la maladresse des attaquants, mais bon, bref, vous écoutez l'émission depuis des années. A priori, vous le savez, vous connaissez, et puis vous avez vu les matchs, donc vous avez eu le temps de vous faire votre propre avis depuis une semaine, et probablement vous aviez choisi d'oublier cette rencontre. On est désolé de vous la rappeler. Passons à celle du week-end maintenant. Alors bon, ça ne nous a pas autant gâché le week-end que le jeudi soir, même si forcément la déception. Tu joues le dernier. Alors, un dernier du championnat, certes, qui était quand même sur une dynamique un poil, mais ouais, non, même pas en fait. Il y a eu un match nul face à Lille, voilà, et une victoire face à Brest sur les derniers matchs à domicile. Donc oui, à la Mosson, peut-être quelque chose d'un peu mieux sur les dernières rencontres, mais quand même, bon dernier de Ligue 1 avec 9 points en 15 journées, moins 23 de différence de but, Montpellier, quand même. On le rappelle, donc tu te disais, allez, les clubs avec qui tu étais en lutte Coupe d'Europe, il y avait quand même beaucoup de rencontres entre concurrents en place européenne. Tu avais l'occasion de du coup choper cette 5e place pour les fêtes et d'envoyer un signal assez positif. Bah, comme d'habitude à l'OGC Nice, quand il y a une étape à passer, bam, on se prend les pieds dans le tapis. Tu fais un piteux 2 partout à Montpellier et en plus, allez, petite question provoque que je vais vous poser quand même. Au vu du scénario du match, j'ai pas l'impression que le 2 partout soit spécialement volé pour Montpellier. Il y a eu cette fin de match un peu débridée où ça aurait pu tourner, alors ça aurait pu tourner à la victoire pour l'OGC Nice aussi, mais ça aurait pu tourner à la catastrophe également. Donc en fait, au final, l'OGC Nice s'est encore fait, on va dire, peur un peu après un match face au Havre où on a réussi à trembler dans les dernières minutes alors qu'on s'était rendu le match facile. Bref, on a encore pris beaucoup de buts. On n'a encore pas réussi à se mettre tranquillement un match dans la poche et on a failli passer à côté de la catastrophe carrément. Donc, est-ce que je dramatise ce match face à Montpellier? Est-ce que, compte tenu des blessures, de la fatigue, des influx nerveux, au final, le 2 partout, ben, c'est un peu dommage, mais on prend et on décide de lire uniquement le résultat à la lumière de la 6e place en championnat? Qu'est-ce que vous avez pensé, voilà, de ce résultat d'abord, et après on rentrera un peu dans le détail de la rencontre. Noah? Bah, moi, concrètement, quand on voit juste le résultat, voilà, de partout, sachant que l'OGC Nice, c'est un club, nous, on joue pour l'Europe, alors que Montpellier essaye tant bien que mal de se maintenir de se maintenir dans ce championnat. Maintenant, pour rentrer un peu plus dans le détail, ayant vu le match, j'ai juste un mot à dire, c'est que c'est rageant.
Rageant parce que, voilà, tu mènes 1-0, tu te fais revenir et cetera. Bon, après 2-1, OK, tu penses tenir le match. Tu peux pas faire tourner malheureusement parce que, bah, voilà, encore une fois, les les blessures. Franquez n'a pas la possibilité de tourner et ce fameux moi, il y a 2 actions sur lesquelles je voudrais revenir durant ce match. C'est à l'entrée de la seconde période où tu te demandes comment c'est possible de pas marquer pour Nice. C'est-à-dire que vraiment j'étais devant ma télé et j'étais, en train de réfléchir. Carrément, j'ai remis presque ma vie en question devant cette action. C'est-à-dire, je me suis dit: «Mais en fait, il y a quelque chose, je sais pas, il y a un marabout quelque part qui veut pas», bref. Et puis ce but de Montpellier, après un coup franc, de Sofiane Diop, enfin bon, voilà, c'est pour revenir encore sur ce que je disais, hein, les lacunes défensives notamment sur le repli, bah, il y a pas mieux à dire, il y a pas, plus explicite que ce but égalisateur de Montpellier. Donc voilà, en tant que supporter, évidemment que c'est rageant parce que tu mènes 2-1, tu te fais revenir à 10 minutes du terme de partout. Voilà, maintenant, encore une fois, j'ai l'impression de pas voir le bout du tunnel avec cette équipe et surtout avec le jeu qui est proposé. Donc en espérant que, encore une fois, on se projette, hein, mais en espérant que la seconde partie de saison soit meilleure, parce que bon, hein, on pourra en revenir plus tard hein, et dans les émissions futures hein, sur le bilan de la première partie niçoise. Mais voilà, moi en tout cas, j'espère que cette seconde partie sera un peu meilleure et notamment dans le jeu. Je veux voir un vrai OGC Nice qui, moi, qui m'a fait rêver, par exemple, bah, voilà, quand on fait troisième où je me disais: «Ah, il y avait un peu de jeu quand même» et là depuis, je cherche. Tu sais que ça fait 8 ans quand même déjà. Ah bah, Je tu vois, te le dis pour que ça toi aussi tu prennes un coup de vieux. ouais, Et tu bah, vois, bienvenue. c'est ça, hein, c'est que c'est ça, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans que j'ai l'impression, en fait, depuis Favre, on n'a pas entre grosses guillemets de non, enfin même pas depuis Favre, parce que Favre, il est parti. Mais en fait, depuis Puel, j'ai l'impression que le club est sur une instabilité constante à collectionner les entraîneurs comme des Pokémon, à changer de tactique, de forcément les joueurs, ils ont du mal à s'adapter. Après bon, on va leur mettre un petit coup derrière la tête. Ce sont des joueurs professionnels, ce sont leur métier, donc s'adapter à la tactique de leur coach, c'est leur métier. Mais voilà, Franquès doit composer avec un effectif drastiquement réduit et malheureusement, ça se ressent. Jérémy, est-ce on le disait déjà en début d'émission, hein, mais est-ce que ce 2 partout face à Montpellier, on arrive au bout d'une année avec extrêmement, assez énergivore avec la Coupe d'Europe, comme on le disait tout à l'heure, puis beaucoup de blessés, ou est-ce que on va être un peu plus pragmatique sur la performance en disant tu joues face au dernier, tu n'as pas d'autre choix normalement que de l'emporter, au-delà du score, parce que bon, le score, le scénario, c'est une chose, mais pour reprendre quelques stats, Montpellier a la possession de balle, on concède 21 tirs quand même à un adversaire qui est encore une fois dernier du championnat. Bon, je pense que certes, les blessures, l'enchaînement des matchs, tout ça, ça peut expliquer des choses, mais il y a eu des insuffisances sur cette rencontre, très clairement, individuelle et collective. Je sais pas par quoi tu veux commencer. Alors, évidemment que quand on voit le déplacement Montpellier et vu les difficultés qu'a Montpellier actuellement, on espérait tous la victoire. Après, on sait très bien que Montpellier contre nous à la Mosson, c'est toujours le match de l'année, quoi. Ouais, on a un historique Non, dégueulasse avec ce club. non, mais C'est à chaque vraiment... fois, c'est un truc de ouf. J'ai l'impression qu'ils jouent mais super bien contre nous. Bref, mais non, évidemment, on espérait tous la victoire, c'était évident. Après. Je trouve que la première mi-temps était quand même plutôt cohérente. Je vais pas dire que c'était très très bon, mais c'était quand même plutôt cohérent, je trouve. On sentait quand même que l'équipe était fatiguée de l'enchaînement des matchs. Après voilà, on n'a pas beaucoup d'occasions, mais pour une fois, je trouve qu'en première mi-temps on est assez réaliste, hein, parce qu'on n'a pas, voilà, comme je dis, pas beaucoup d'occasions et on met deux buts magnifiques pour le coup. Le but de Gaëtan Laborde et celui de Badreddine Bouanani sont tous les deux magnifiques, donc pour le coup on a fait preuve d'assez de réalisme. Après la seconde mi-temps pour moi était quand même assez compliqué parce qu'on a juste 5-10 minutes en début de seconde mi-temps où on arrive à se créer quelques occasions. Noah a mentionné la grosse occasion que l'on a, qu'on n'arrive pas à marquer. C'est dommage parce que je pense que l'issue du match aurait été tout autre.
Après ces deux occasions-là, je trouve qu'on a lentement mais doucement, lentement mais sûrement, vraiment perdu pied. On a subi de plus en plus d'occasions, de situations de la part de Montpellier, parce qu'il y avait vraiment, je trouve, de plus en plus de fatigue de notre côté. Donc c'est dommage. Après, honnêtement, comme je t'avais dit quand on a discuté après, je trouve que le 2-2 est loin d'être d'un hold-up de la part de Montpellier. Donc je trouve qu'ils méritent largement ce point. Ils ont beaucoup plus de situations. Ils nous ont beaucoup plus mis en danger. Boulka a fait quelques très beaux arrêts aussi. Donc voilà, si je dois prendre le résultat en lui-même, évidemment, c'est décevant. Après, quand je vois le contenu et le scénario, pas le scénario parce qu'on se fait reprendre de faux scores, mais quand je vois le contenu, je trouve que le match nul est plutôt logique. Donc là, ouais, moi j'étais plus dans une optique d'essayer de limiter la casse avant les vacances et pas forcément gagner tous les matchs parce que j'essaie d'être assez réaliste. Donc voilà, je trouve que par contre, malgré toutes les absences que l'on a et malgré la fatigue, comme on l'a dit, on garde quand même un fond de jeu et un jeu de manière générale qui est quand même beaucoup mieux que les années passées. Honnêtement, moi ça n'a rien à voir avec le cette année, gym strict de Farioli. Effectivement, on voit un peu de football déjà, effectivement. Non mais voilà, on a discuté à plusieurs reprises et c'est vrai que moi, honnêtement, cette année, j'ai quand même un peu repris de plaisir à regarder l'équipe jouer, quoi, parce que les dernières années, c'était quand même compliqué. Là, cette année, honnêtement, quand même, je regarde les matchs et je m'amuse quand même beaucoup plus. On marque beaucoup plus, on a quand même beaucoup d'occasions. C'est quand même sympa à regarder, honnêtement. Et je trouve que malgré les blessés, on s'en sort plutôt pas trop mal en termes de contenu. Donc voilà, j'essaie quand même d'être positif. Là, voilà, c'était vraiment essayer de limiter la casse, même si voilà, ça aurait été mieux de prendre les 3 points contre la lanterne rouge du championnat. On arrive quand même à limiter la casse, donc c'est déjà pas mal. J'espère que ça ira mieux, comme j'ai dit, voilà, après la trêve hivernale. Mais voilà, espérons récupérer des joueurs et je trouve que être 6ème pour l'instant, c'est quand même bien pour le moment. On va rester quelques instants sur le match. Après on fera le bilan. En tout cas, on se projettera un peu sur les objectifs de la deuxième partie de saison et puis sur cette 6e place à laquelle on va passer les fêtes encore une fois. Qu'est-ce qu'on peut retenir de positif, on va dire, de cette semaine malgré tout et puis des derniers matchs? Vous avez tous les deux cité, alors pour 2 matchs différents, mais les 2 matchs de la semaine, les bonnes performances, les belles perfs de Marcin Bulka. Alors c'est peut-être toujours pas le Marcin Bulka de la saison dernière, mais en tout cas, il a peut-être un peu plus montré, et vous me corrigerez si jamais je dis une énorme bêtise et que j'ai mal compris vos propos, bien sûr, mais j'ai l'impression quand même que sur ces 2 matchs-là, il a un peu plus prouvé qu'il pouvait être décisif. Alors ça s'est peut-être pas traduit en points parce que collectivement ça a été plus compliqué, mais on l'a vu en tout cas, essayer d'avoir des arrêts, d'essayer d'influer sur le jeu et pas juste de subir les assauts. Donc bon, les sorties aériennes, on n'en parle toujours pas, mais on a pu matérialiser des duels gagnés, des interventions importantes pour un joueur qui a été quand même beaucoup chahuté par les supporters, par l'environnement médiatique, probablement aussi ces histoires de prolongation de contrat en interne, même si ça nous concerne pas directement. Mais est-ce qu'on a envie de croire que du coup Marcin Bulka remet un peu la machine en route, ou est-ce que pour vous c'est anecdotique sur ces 2 rencontres? Pour moi, en fait, simplement, Marcin Bulka, le niveau qu'il affiche entre la saison passée et cette saison, il n'est pas comparable parce que quand même il y a voilà il y a quand même des séries de clean sheet l'année dernière qui sont pas qui n'apparaissent pas cette saison-là. Après voilà, tu l'as si bien relevé, les sorties aériennes, nous allons pas en parler. Encore une fois, mais franchement non, avoir Marcin Bulka dans les buts, c'est rassurant quand même. C'est rassurant parce que on sait ce qu'il a, on voilà, par rapport à la saison dernière aussi, qui est une saison, je pense, référence pour lui au sein du club. C'est pas le Marcin Bulka de la saison dernière, certes, mais ça reste Marcin Bulka. Ça reste un On gardien sait ce sur qu'il peut qui on apporter peut. de toute façon s'il se remet la tête à l'endroit. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que moi, la saison dernière avec mes copains, on l'appelait Monsieur Penalty. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, penalty face à nous, j'avais presque aucune crainte parce que j'étais quasiment sûr que Bulka allait le sortir. Là, tu vois, ce discours, je peux pas le tenir, je peux pas le tenir cette saison. Il y a eu des emballements médiatiques, comme tu l'as dit. Il y a eu cette affaire, on peut l'appeler l'affaire de la prolongation de contrat de son contrat, hein. Et donc, mais franchement,
pour moi, encore une fois, ça reste de l'extra sportif et c'est pas censé influer sur ses performances. Après, forcément, ça joue dans la tête et forcément, je pense que c'est une des raisons pourquoi on retrouve pas le Marcin Bulka de la saison passée. Jérémy, je citais Marcin Bulka. Voilà, Noah a rappelé quand même ce qu'il pouvait apporter, même si on l'a pas vu autant cette saison que la précédente, malheureusement. Il y a pas mal de joueurs sur les dernières semaines qui sont vraiment en processus de rédemption, alors à différents niveaux. Badredine Buonanni, qui est un joueur que moi, le premier, on espérait peut-être pas non plus trop le revoir après une fin de saison dernière, peut-être un peu... des attentes la saison dernière qui n'ont pas confirmé plus exactement. Là, cette saison, il se révèle être buteur. Alors toujours les bons choix. Voilà, il y a une marge de progression, mais on l'a vu ces dernières semaines être à son avantage. Sofiane Diop, on en a parlé, qui est peut-être pour moi le meilleur joueur des 2 derniers mois depuis son retour de blessure. Et puis Gaëtan Laborde, même si ça stats pas encore, on est bien content de l'avoir. Là, il y a ce but magnifique face à Montpellier. Forcément, ça fausse peut-être un peu l'analyse. J'ai zéro objectivité sur un joueur que j'ai en fond d'écran sur mon téléphone, hein, bien entendu. Mais voilà, pour dire, on a quand même aussi des joueurs qui montrent qu'ils pourront peut-être apporter quelque chose en enchaînant les matchs sur la deuxième partie de saison et prendre le relais de joueurs qui performent comme Ndombele, comme Guessant sur eux depuis le mois d'août. Alors ouais, pour commencer, pour dire quelques mots sur Marcin Bulka, alors je trouve pas non plus qu'il y a une différence incroyable entre sa saison dernière et sa saison actuelle. Pour moi, la petite différence, quand même, il y a eu, pas en début de championnat, mais il y a eu quelques matchs après, où ça a été un tout petit peu plus compliqué pour lui, je trouve. Alors après, quand je dis que ça a été un peu plus compliqué, c'est qu'il n'a pas été exceptionnel à tous les matchs, c'est qu'il a été bon, voire très bon. Hein, voilà. Hein, donc pour remettre quand même les choses dans leur contexte, on lui demande quand même énormément parce qu'on a été habitué à des performances exceptionnelles de sa part très très souvent. Et après, quand tu n'as pas Dante Todibo devant toi, voilà, c'est pas le même métier. Enfin... Ouais, j'allais venir justement pour moi quand tu passes de système de jeu de Francesco Farolli assez défensif avec Todibo qui est incroyable et Dante qui est toujours aussi fort à une défense à 3 puis à 2 où tu changes Dante, Ndai Shimiye, Abdelmonem, Bombito, Mendy, Rosario, voilà, une défense qui se connaît pas trop pour moi, on peut pas comparer parce qu'il y a trop de changements entre les systèmes de jeu, les joueurs qu'il a aussi devant lui dans l'équipe. Donc voilà, pour moi, Marcin Bulka, il n'y a aucun souci, au contraire, voilà, il continue à être très très bon. Alors certes, il y a une toute petite baisse de régime à un moment donné, mais alors c'est vraiment parce qu'il faut être comment dire, il faut aller chercher un petit peu les moins bonnes performances, mais voilà, ça restait quand même très très bon. Après voilà, bon, pour les autres joueurs, comme tu as dit, c'est vrai que pour moi, les deux noms qui reviennent assez souvent en ce moment, c'est Sofiane Diop et Badredine Buonanni. Je suis très content de les revoir, surtout de revoir Sofiane Diop à ce niveau-là. Ça me fait super plaisir parce en plus, il a une super mentalité, je trouve. Il est vraiment, vraiment super présent. Beaucoup de choses passent par lui dans le jeu. Et Badredine Buonanni, clairement, il grattait un peu de temps de jeu au fur et à mesure. Et là, avec les blessures, il s'impose de plus en plus. Et je trouve vraiment que c'est très très bien parce qu'il fait de très bons matchs en ce moment. Contre le Havre, il avait été très très bon en plus de son but qui est décisif. Là, il remarque encore contre Montpellier. Je trouve que voilà, de plus en plus il est présent, de plus en plus il prend l'importance et je suis très content de le voir à ce niveau-là. Donc c'est bien. Il y a aussi, je voulais en parler un peu de Tom Louchet. Je trouve que depuis qu'il enchaîne les matchs, bon là malheureusement il s'est blessé lui aussi, mais depuis qu'il enchaîne les matchs, c'est quand même mieux. Je trouve qu'il a vraiment pris en confiance. C'est bien aussi de voir des jeunes comme Yael Nanjou, on en parlait, voilà, il faudrait qu'il enchaîne un peu à son poste, mais en tout cas, je trouve qu'il s'en sort pas si mal. Il y a des petites erreurs, des choses comme ça, mais je trouve que c'est quand même assez normal. Lui qui arrive comme ça en professionnel, c'était pas forcément peut-être prévu aussi vite, donc je trouve qu'il s'en sort bien. Et bon, je sais pas si on y viendra après, mais je voulais quand même dire quelques mots sur Evan Guessant. On n'en parle pas beaucoup, mais quelle première partie de saison exceptionnelle de sa part, je trouve. Enfin, je pense que si on l'avait pas dans l'équipe, on n'aurait pas autant de buts, on serait pas 6e parce que clairement, il nous fait une première partie de saison qui est vraiment très très bonne. Il a progressé, mais à un point incroyable. Je trouve que déjà l'année dernière, c'était très bien ce qu'il faisait. Là, cette année, c'est vraiment très très bon et je suis vraiment super content qu'il progresse comme ça. Donc, j'ai vraiment hâte de le revoir. Et je pense que s'il le corrige encore un tout petit peu plus ses finitions, ça deviendra un excellent attaquant en tout cas.
On se réservera peut-être un petit conseil de classe pour les vacances, pour la trêve, du coup, et revenir en détail sur les performances de chaque joueur et les attentes pour la deuxième partie de saison. Pour clôturer le match face à Montpellier, on n'a pas parlé de l'arbitrage, 2 décisions litigieuses, on va dire. Bon, les erreurs ne s'annulent pas, elles se cumulent, mais pas forcément d'impact du coup. Petit impact peut-être sur le résultat avec un penalty non sifflé, mais est-ce qu'on a vraiment envie d'en parler? Pour moi, c'est anecdotique après le vol qualifié face à Lyon. On en est... Franchement, j'ai plus envie de commenter les conneries de Monsieur Turpin. En plus, on a l'habitude face à Montpellier. Enfin bon, bref. Voilà, on le sait, on n'en a pas parlé. On en est désolé si vous attendiez ça, mais... Bon, franchement, non, mais après... ça devient une habitude et il faut composer avec ça de toute façon. En fait. Voilà, et franchement, c'est rien par rapport à ce qu'on a vu face à Lyon. Et Montpellier a des raisons peut-être aussi de se plaindre de l'arbitrage. Donc voilà, restons sur ce 2 partout au final, qui est logique au vu du déroulé du match. Malheureusement, on espérait mieux, mais voilà. Allez, je vous propose qu'on se fasse 5-10 minutes pour terminer l'émission sur le classement de l'OGC Nice, donc qui est 6e. 24 points en 15 journées. On a 3 points du 4e Lille, à 6 points de la 2e et 3e place Marseille et Monaco. Et dans l'autre sens, on est 3 points devant des surprenants Toulouse et Auxerre, 8e et 9e. Et on a quand même un sacré matelas sur la deuxième partie de classement. Bon, l'OGC Nice, en fait, ma question va être toute simple. Est-ce qu'en étant 6e aujourd'hui, l'OGC Nice est à sa place, tout simplement? Je voudrais même qu'on va essayer de mettre de côté le fait que c'est peut-être même une bonne performance compte tenu des blessés, du projet Ineos qui est complètement démissionnaire du club, et on aura sûrement des informations à vous donner là-dessus dans une prochaine émission pendant la trêve. Mais on se dit tout simplement, on est au mois d'août, on te dit que à la trêve, t'es 6e par rapport au standard de club qu'est Nice aujourd'hui. Son historique et aux autres clubs qui sont autour, on est coincé entre Lyon et Lens. Est-ce qu'au final, la 6e place, c'est pas aujourd'hui la place, les ambitions de l'OGC Nice? Ça t'assure une place en Europa League ou en Conference League en fonction de l'issue de la Coupe de France notamment. Voilà, est-ce que c'est pas tout simplement ce pourquoi l'OGC Nice aujourd'hui est programmé? Et d'un point de vue comptable, franchement, faut dire la vérité, c'est pas dégueu. Tu l'as dit, voilà, on n'est pas si loin que ça de la 4e place. On est 3 points devant, comme tu l'as dit, oui, je vais reprendre tes mots, 2 équipes qui sont très surprenantes, Toulouse et Auxerre. Maintenant, en fait, moi, je trouve que Nice, et c'est malheureux, et je vais faire une analyse très pragmatique de la situation, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que c'est un club qui a voulu grandir trop vite. Dans le sens où on fait 2 années phénoménales, et je vais encore revenir à ça, bon, c'était il y a 8 ans, mais voilà, l'année de Favre où tu finis 3e, l'année d'avant où il y a Claude Puel sur le banc, tu finis 4e. Bon, c'est un club, voilà, bon, allez, Ineos on n'en parlera pas, mais Ineos arrive avec un projet. Bon, ça dit ça veut jouer la Ligue des Champions, ça met pas les moyens, donc au final, ça change l'optique. Ça dit, bon, on va essayer d'aller titiller la Ligue des Champions. Au final, ça rechange de plan. Et ça dit, bon, on va essayer d'être européen tous les ans. Voilà, pour moi, c'est un club qui a voulu grandir trop vite. Maintenant, si on parle de jeu et si voilà, on parle foot, franchement, je trouve pas que c'est pour moi Nice est à sa place, à cette 6e place où voilà, tu as pas su aller taper les gros. On se souvient malheureusement de cette défaite au Vélodrome en début de saison. Voilà, avec un Roberto De Zerbi qui fait, on peut dire ce qu'on veut à nos ennemis marseillais, mais qui fait quand même un très très bon travail au sein de la cité phocéenne. Et donc voilà, non, pour moi, c'est une place qui est amplement méritée au vu du jeu que Francaise propose et au vu surtout du jeu que les joueurs font chaque week-end. Jérémy, une 6e place, somme toute logique. Tu n'as pas forcément passé le cap dans certains matchs couperés. Voilà, Noah parlait de celui face à Marseille. Effectivement, si tu gagnes, au final, tu es à égalité de points avec eux. Donc, avec des si, je sais ce qu'on va dire, mais pour dire la différence aujourd'hui entre Nice et Marseille, elle est sur ce match. Et sur la pelouse, il n'y avait peut-être pas tant de différence que ça au final. Et puis, quelques points perdus, comme peut-être ceux lors de la dernière rencontre face à Montpellier. Mais
voilà, t'es peut-être pas au niveau de manière générale de clubs comme Lille, Marseille et Monaco qui sont des locomotives de notre championnat, et tu te retrouves au milieu d'un Lens qui a bien bossé ces dernières années, d'un Lyon qui est en reconstruction, même s'il faudra voir les décisions après par rapport à leurs finances, et malgré tout, tu fais une meilleure saison que des clubs qui pouvaient être attendus comme, je sais pas, comme Rennes. Donc voilà, t'es dans la nouvelle normalité de l'OGC Nice. Alors oui, souvenez-vous d'où l'on vient. On est en train d'être à moitié blasé par une 6e place qui aurait été fêtée comme un centenaire il y a encore quelques années. Mais voilà, est-ce qu'au final, on n'est pas dans la droite lignée de ce qu'on construit de toute façon depuis des années, pas plus, pas moins. Pour moi, on doit lutter pour la 5e place maintenant. Donc c'est ce qui se passe actuellement. Justement, j'avais mentionné, il faut pas oublier la situation de Lyon. Donc on verra en fin de saison ce qui se passe. Potentiellement, on est virtuellement 5e, donc on verra. Et bon, si les choses avaient été différentes lors du match contre Lyon, peut-être qu'on serait 5e et pas 6e. Donc voilà, à voir. Bon, on le serait en ayant battu Montpellier aussi. Je ne veux pas revenir là-dessus, mais on peut aussi s'en prendre à nous-mêmes. Non, évidemment. En plus des forces extérieures qui jouent contre nous, ça bien sûr. Mais bon, déjà, voilà. Non, on peut s'en prendre à nous-mêmes aussi, parce que bon, il y a quelques matchs où on a clairement perdu des points en début de saison, où on perd à Auxerre, on fait match nul contre Toulouse, qui font de bons débuts de championnat, ces deux équipes-là. Et voilà, on perd des matchs et on fait des matchs nuls des fois un petit peu frustrants. Mais bon, après, d'un autre côté, on bat Monaco, on fait match nul contre le PSG. On fait d'autres bons résultats, il me semble, contre les autres équipes européennes, où voilà, à chaque fois au moins on va chercher le point du nul à part en Vélodrome, il me semble. Donc voilà, c'est quand même voilà, dans l'absolu une bonne phase aller. On est à notre place à peu près, parce que pour moi on doit jouer de manière générale, on doit jouer entre la 4e et la 7e place. Après, à voir si sur une saison on peut faire mieux avec un podium, mais bon, c'est compliqué. Mais voilà, pour moi on doit jouer entre la 4e et la 7e place. Actuellement, c'est ce qu'on fait. On a longtemps été 5e aussi pendant cette phase aller. Pour moi, clairement, bon, le PSG, je n'en parle pas, mais c'est sûr que avec les effectifs actuels et le budget mis en place par Monaco, Marseille, c'est pas possible d'aller chercher, voire très difficilement. Je veux dire, quand on voit l'effectif que ces deux équipes ont, c'est quand même très compliqué. Lille aussi, pour moi, c'est un peu le Big 3, Big 4, comme au tennis. Là, ces 4 équipes-là, cette année, c'est pas la peine d'y penser, je pense. À part si on arrive à... Encore que Lille n'est pas si loin, 3 points devant, ils vont probablement avoir un calendrier européen plus exigeant que le nôtre, voilà. sur 2025. Ils auront la Coupe d'Europe sûrement, nous non, donc à voir si on peut faire une différence, mais voilà, je pense que ça va être compliqué d'aller chercher ces 4 équipes-là. Donc voilà, j'espère qu'on va continuer à jouer entre la 5e et 7e place. J'ai pas envie de viser trop haut, parce que comme le disait Noah, c'est vrai qu'à un moment donné on a peut-être voulu aller trop vite, donc voilà, je préfère aller, comme j'ai toujours dit, je préfère faire 2 ans en Conference League, mais qu'on fasse 2 très belles années, 2 très belles campagnes, et qu'on prenne de l'expérience, que le club prenne de l'expérience et arrive en Ligue Europa après et fasse une belle campagne, plutôt qu'à chaque fois aller en Coupe d'Europe et perdre tous nos matchs, quoi. Donc voilà, essayons je pense de faire une suite de saison un peu comme on fait actuellement, c'est quand même pas mal en championnat, je parle en championnat, où on est entre 5 et 7, c'est quand même bien. L'objectif d'être européen assez souvent, c'est quand même une bonne chose. J'aimerais bien évidemment qu'on joue comme Monaco, Marseille, Paris, tout ça, mais pour l'instant, actuellement, c'est pas possible, donc c'est déjà pas mal d'être dans ces positions-là, et je pense que oui, on est pour l'instant, on remplit l'objectif et on est à notre place, même si j'aimerais bien être 5e. Prendre du plaisir aussi, on en reprend sur le terrain, récupérer sûrement un maximum de joueurs pour essayer d'avoir une équipe compétitive à chaque match et rester dans cette zone entre 4 et 7, 5 et 7, comme on le disait. Après, on va pas refaire le débat sur la Conference League, surtout en l'absence de notre ami Alric, mais bon, c'est peut-être cette compétition-là aujourd'hui qui est à notre niveau européen. Jouer le podium, c'est bien, effectivement, on s'en souvient et on l'a apprécié. Après, si c'est pour ne pas exister en Ligue des Champions comme on n'existe pas en Europa League cette saison, pourquoi faire, à part pour faire du ground hopping et visiter des stades, c'est sûrement très sympa, mais bon, si on peut éviter d'être la risée de toute l'Europe comme on l'est aujourd'hui, c'est pas plus mal. Voilà, bref, en tout cas, on fera notre bilan pendant les vacances de Noël, là, du coup. On fera aussi un retour sur cette rencontre face à Corté, puisqu'on n'a pas parlé d'objectifs.
avant de parler d'objectifs en Coupe de France, j'aimerais quand même qu'on passe un tour. On sait jamais, on va éviter de se porter la poisse. Donc voyons déjà si on arrive à survivre de ce Exact. périlleux déplacement en Corse. Et Objectif après, victoire. ça pourrait effectivement être un objectif, à défaut de la Coupe d'Europe qui vraisemblablement s'arrêtera très très vite et sera encore un long chemin de croix pour les 2 dernières rencontres. Voilà, on verra de quoi 2025 sera fait. On se reparle d'ici là, donc c'est pas encore le moment de se souhaiter le meilleur pour la suite. Si jamais on n'arrive pas à enregistrer avant Noël, passez quand même de bonnes fêtes en famille, et puis on se revoit avant 2025 dans Avantinissa. D'ici là, bon, on l'aime quand même notre gym, donc Issa Nissa. Oui. Issa Nissa.